Bonjour, je suis Mazou Temgwa, cardiologue à Châteauroux. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Sylvia Oguina, qui est au Centre national de prise en charge de l'amylose à Henri Mondor. Bonjour Sylvia. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amylose, quoi de neuf en 2025. Donc on va peut-être s'appesantir sur les aspects diagnostiques, thérapeutiques et sur le pronostic éventuellement. Donc, qu'est-ce qui a changé en 2025 sur le plan diagnostic ? Ce qui a changé en 2025 et plus généralement au cours des dernières années, c'est qu'on connaît mieux ces pathologies et qu'il y a une bien meilleure description de ces pathologies dans la littérature et que je pense qu'aujourd'hui toute la communauté cardiologique est sensibilisée au sujet. Donc on fait forcément beaucoup plus de diagnostics et on diagnostique aussi plus précocement les patients, notamment dans l'amylose à transthyrétine, ce qui a été vu dans les nouvelles études pharmacologiques qui ont été publiées au cours des 2 dernières années, qui nous montrent que la population est globalement moins symptomatique avec une atteinte cardiaque qui est moins sévère. Et donc aussi forcément un peu plus de difficulté à montrer l'efficacité des traitements. Ce qui a marqué les dernières années, c'est donc malgré cette meilleure reconnaissance des pathologies, toujours un retard diagnostique important, notamment dans l'amylose à chaîne légère, l'amylose AL, qui doit être absolument recherchée systématiquement quand on se pose de la question de l'amylose, parce que je pense qu'aujourd'hui un cardiologue va prescrire assez facilement la scintigraphie osseuse, mais il n'est pas forcément à l'aise avec le bilan de gammapathie monoclonale. Pour autant, vraiment, je rappelle que l'amylose AL, c'est l'urgence thérapeutique. Les patients, à partir du moment où ils sont au stade d'insuffisance cardiaque, en 6 mois, ils sont décédés si jamais on n'a pas agi rapidement. Donc c'est vraiment une urgence. Et si jamais il y a besoin d'aide à la prescription du bilan de gammapathie monoclonale, bien sûr, les centres de référence et de compétences sont d'utilité et peuvent être contactés à ce sujet. Et il y a des ordonnances types qui sont faites sur notre site internet, sur le site web du réseau amylose, qui peuvent tout à fait aider à prescrire ce bilan-là, ou en tout cas à référer les patients assez rapidement, parce qu'encore une fois, l'amylose AL, c'est dommage de perdre du temps, parce que, comme on dit dans l'AVC, le temps c'est du cerveau, mais dans l'amylose, le temps c'est de la survie. D'accord, super. Et est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, effectivement, sur les recommandations, ils ont beaucoup insisté sur les algorithmes diagnostiques de l'amylose pour que les auditeurs puissent comprendre clairement comment est-ce qu'on fait. Tu peux nous rappeler en 2 lignes comment est-ce que ça se passe sur le plan des algorithmes ? Donc quand on se pose la question sur l'échographie, éventuellement l'IRM si on a un accès rapide, mais je pense vraiment que la prescription d'une IRM ne doit pas retarder le reste des examens qui vont permettre de poser un diagnostic, c'est-à-dire d'une part la prescription du bilan de gammapathie monoclonale avec les 4 tests, l'électrophorèse des protéines sériques, l'immunofixation, le dosage des chaînes légères libres et les examens urinaires avec la recherche de la protéinurie Ben-Jones. Et j'insiste sur la nécessité des 4 examens parce que pour le coup, une électrophorèse des protéines sériques est dans 80% des cas normale dans l'amylose AL. Donc il ne faut pas se limiter à cet examen. Et d'autre part, la scintigraphie osseuse qui va rechercher une captation du traceur au niveau du myocarde en cas d'amylose à transthyrétine. Et il faut vraiment faire les 2 examens et on n'a pas besoin de preuve histologique seulement si la scintigraphie osseuse montre une fixation avec un grade de périgynie supérieur ou égal à 2 en l'absence de gammapathie monoclonale. Dans toutes les autres situations, il faut absolument avoir recours dans un premier temps à une biopsie extracardiaque, la biopsie des glandes salivaires, et puis dans un deuxième temps, ne pas perdre de temps et aller rapidement aux organes atteints et en particulier au cœur. D'accord. Donc l'IRM n'est pas obligatoire, c'est juste dans certaines situations. L'idée, c'est de ne pas perdre 3 mois. Si on a un accès rapide dans la semaine ou dans les 15 jours, ça vaut le coup, mais il ne faut surtout pas faire perdre de temps aux patients dans le diagnostic là-dessus. D'accord. Donc, s'agissant maintenant du traitement, il y a eu une belle nouveauté, des études intéressantes, HELIOS-B, etc. Est-ce que, quelles sont des choses nouvelles sur la prise en charge de l'amylose, en général, que ce soit l'amylose AL ou à transthyrétine? Donc, effectivement, sur l'amylose à transthyrétine, il y a plein de nouveaux traitements qui fonctionnent, sur lesquels la difficulté des années à venir va savoir quel traitement proposer à quel profil de patient, et ça, on va avancer tous ensemble sur le sujet. Dans l'amylose AL, malheureusement, il n'y a pas énormément de progrès thérapeutiques. On ne sait toujours pas retirer les dépôts qui se sont déjà faits, mais l'idée, c'est encore une fois l'urgence de faire l'immuno et la chimiothérapie rapidement. Par contre, sur la prise en charge hors traitement spécifique de ces maladies, on a pas mal avancé au cours de l'année 2025, puisqu'on a travaillé entre cardiologues, amyloïdologues et rythmologues sur les indications de pacing, de défibrillation, d'anticoagulation et discuter la prise en charge des tachycardies supraventriculaires. Et on a publié tous ensemble un papier, un Delphi national, qui est une méthodologie qui permet d'avoir une stratégie de prise en charge, on va dire, une position française sur la prise en charge rythmologique de ces patients-là.
qui indique notamment qu'en cas de bloc trifasciculaire sur une amylose à transthyrétine, c'est une indication de pacing d'emblée et plein de choses sur les indications d'anticoagulation en rythme sinusal qui, compte tenu de la haute thrombogénicité de ces pathologies. Et je trouve que c'est une grande avancée qu'on a faite tout ensemble sur le sujet cette année. Ok. Bon, là, je vais vous poser une question de rythmologie, mais est-ce qu'il y a des indications d'exploration électrophysiologique dans la cohorte que vous avez? L'exploration électrophysiologique, elle a été plutôt très bien démontrée dans des populations d'amylose à transthyrétine héréditaire. Dans l'amylose à transthyrétine sauvage, il y a un niveau de preuve qui est beaucoup plus faible pour le coup. Donc c'est vrai que dans le Delphi, on ne retient pas particulièrement d'indication d'exploration électrophysiologique chez ces patients. D'accord, très bien. Donc, on va parler là actuellement du suivi. Alors, est-ce que c'est suivi BNP-troponé? Comment est-ce que ça s'organise le suivi en pratique? Déjà, il faut se dire que les amyloses, de manière générale, c'est des pathologies systémiques qui touchent non seulement le cœur, mais aussi le reste des organes, dans une population qui est une population vieillissante et donc par définition fragile. Et donc, je pense qu'il y a vraiment besoin de s'organiser de manière multidisciplinaire, d'intégrer les gériatres dans la prise en charge des patients, d'intégrer les rhumatologues dans la prise en charge des patients, parce que toutes les atteintes ostéo-articulaires nécessitent aussi d'être prises en charge pour la qualité de vie des patients. Et pour nous, notre suivi cardiologique pur, alors il y a bien sûr les biomarqueurs, il y a bien sûr l'échographie cardiaque, mais globalement l'idée c'est il faut prendre en charge le patient dans sa globalité, parce que si on prend en charge très bien le cœur, et aujourd'hui on arrive dans la plupart des cas à stabiliser correctement les patients, en tout cas dans l'amylose à transthyrétine avec les traitements stabilisateurs, mais si on ne prend pas en charge leur fragilité globale et les atteintes autres qui altèrent leur qualité de vie, malheureusement à la fin on n'est pas gagnant. Ok. Dans l'amylose à transthyrétine, doivent être obligatoirement suivis en centre de compétences de référence, ou alors même en milieu hospitalier hors centre de compétences de référence, on peut les suivre? Aujourd'hui, avec les stratégies thérapeutiques nouvelles qu'on va avoir, notamment chez les patients qui évoluent sous traitement, je pense qu'il y a un intérêt à ce que les centres de référence et de compétences puissent revoir régulièrement les patients. Nous, en tout cas, à Mondor, ce qu'on fait, c'est un suivi conjoint avec le cardiologue du patient et un bilan annuel global où on essaye de prendre en charge le maximum toutes les problématiques et faire une évaluation globale du patient. Et je pense que c'est important. Après, chacun se structure comme il a la possibilité de le faire, bien sûr. Ok, très bien. Merci Sylvia. Merci à vous.